Voilà, bonsoir à tous et bienvenue pour notre deuxième édition du Meet and Connect pour cette année 2021. La semaine dernière, à la même heure, pas au même endroit, mais à la même heure, en tout cas, nous avions le plaisir de recevoir Franck Blampin, le CEO du groupe Honnête, ici en Suisse. Ce soir, c'est Philippe Bernard qui est avec nous, qui est le directeur général adjoint du groupe Losinger Marazzi, filiale du groupe Bouygues ici en Suisse. Philippe Bernard, qui est également depuis tout récemment membre du conseil d'administration de la Chambre, tu en parleras peut-être un petit peu tout à l'heure aussi, Philippe, pour une intervention avec deux grands sujets. Le premier lié au contexte économique global et un parallèle aussi avec l'histoire. C'est toujours intéressant de prendre un petit peu de recul. Et puis un deuxième sujet plus lié au secteur d'activité directe de Losinger Marazzi, qui est celui de la construction et de l'immobilier. Donc merci Philippe d'être avec nous ce soir. On a déjà un certain nombre de participants qui sont connectés. On en attend encore quelques-uns qui vont se connecter. Mais je te propose qu'on démarre tout de suite pour respecter le timing. Donc, on a pour les participants une partie intervention maintenant qui va durer 15-20 minutes. Et puis ensuite, on a une période d'échange, de débat, de questions, de réponses qui va s'en suivre pour environ 30 à 40 minutes à l'issue de l'intervention de Philippe. Et on reviendra tous dans une configuration qui sera une configuration réunion où on pourra se voir et où on pourra s'entendre naturellement. Donc, sans plus attendre, Philippe, je te cède la parole. Merci encore pour ta présence. Merci Romain et bonsoir à tout le monde. Alors, ce soir, j'avais envie un sujet qui nous regarde évidemment, c'est la situation économique qui est liée à notre pandémie. On a beaucoup de conjectures sur l'avenir, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui va changer, où est-ce qu'on va aller, comment ça va évoluer. Et finalement, j'ai trouvé intéressant de vous présenter non pas l'avenir, mais un parallèle avec le passé qu'on connaît. L'avenir, on ne le connaît pas, on l'imagine, on l'espère, mais en tout cas, le passé, lui, on le connaît. Et je voulais vous partager ces éléments économiques, notamment liés avec la Deuxième Guerre mondiale. Et après une deuxième partie où je serai un peu plus sur mon domaine d'activité qui est la conception, la réalisation sur le territoire de la Suisse. Mais je vais démarrer avec quelques slides un peu plus générales. Alors, vous m'excuserez sur certaines statistiques et certaines photos. Ça, c'est daté de fin octobre. Donc, on sait très bien que ça évolue. De faire une photo en ce moment, toutes les semaines et tous les mois, ça change. Mais enfin, la tendance est là. Ce qu'on pouvait dire à fin octobre, c'est que la pandémie a malheureusement tué 1 million de morts déclarés, parce qu'évidemment, c'est ce qui a pu être comptabilisé. Et comme vous le voyez, le numéro un, c'est les USA, l'Inde, le Brésil. La France est en pas très bonne situation, cinquième rang à ce moment-là, suivi de près par l'Espagne. Et puis, à la 55e place, la toute dernière, la Chine, sachant qu'on peut douter de la transparence et de la réalité de ces chiffres-là, surtout en Chine. Mais n'empêche que la pandémie, c'est 1 million et quelques de morts à fin octobre. Et ça s'est évidemment, vous le savez tous, aggravé depuis. Au niveau de la croissance mondiale, alors le graphe du haut, il y a des barres bleu clair, rouge et bleu foncé. Ça, c'est quelque chose que vous aviez en tête, que vous connaissez, mais je tenais à le rappeler. Quand on a démarré il y a un an pile, en janvier 20, on était sur le bleu ciel, c'est-à-dire qu'on espérait, on imaginait une croissance mondiale de PIB à 3,3%. Et selon les pays, les USA à 2, la Chine à 6 et la zone euro en moyenne à 1,3, avec la France à 1,3 pile dans la moyenne. Puis est arrivée cette pandémie. Donc, au mois de juin, on a fait une projection qui est en rouge, avec une croissance mondiale stoppée à moins 4,4 en moyenne. Et puis, selon les pays, des prévisions difficiles, comme en France, on était pratiquement à moins 10% de PIB. Donc, un écart très important entre le début d'année et déjà la photo au mois de juin. Et puis, en octobre, quand on a vu que les premiers résultats des mesures gouvernementales et puis l'adaptation de nos concitoyens français et dans le monde également,
On est venu sur du bleu dur, c'est-à-dire des prévisions un peu moins pessimistes, avec au niveau du monde la même moyenne, moins 4,4, et puis en France, pratiquement à moins 10, mais un peu moins que ce qu'on avait imaginé au mois de juin. Ensuite, toute la question était de savoir à ce moment-là qu'allait devenir le PIB en 21. 21, on vient juste de rentrer dans cette année. Au mois de juin, on s'était dit c'est vraiment difficile et donc ça ira mieux en 21 et c'est des prévisions un petit peu plus optimistes de rebond, ce qu'on voit en orange. Donc au niveau du monde, un contraste où on serait passé à 5,4%, en France à 7,3%. Et puis quand on a constaté au mois d'octobre 20 que les choses étaient un peu moins pessimistes ou imaginaient un peu moins pessimistes sur l'atterrissage, du coup, la croissance du PIB 21 a été revue un petit peu à la baisse, à 5,2 au niveau du monde et à 6 au niveau de la France. Au niveau de la croissance mondiale, c'est le slide suivant. Ça, je tenais à vous montrer ça. On commence à regarder le PIB de la zone euro, cette fois-ci en moyenne, avec les impacts de ces dernières décennies. Et puis, c'est un peu ce qu'on a vu ce matin pour ceux qui étaient connectés à midi. On a un PIB, en fait, qu'on avait en 2019 en zone euro, qu'on va retrouver a priori en 2022. C'est-à-dire qu'on a perdu 10 trimestres. Et ça, c'est une projection pour revenir au niveau de 2019. Et on peut voir quand même que la crise des subprimes 2007-2008, on a mis 7 ans, c'est ce que vous voyez au milieu, on a mis 7 ans pour retrouver le niveau de PIB à l'entrée de la crise, fin 2007, pour arriver à peu près en 2015-2016 à retrouver ce niveau de PIB. Donc 7 ans la crise des subprimes. Et là, on espère, on devrait retrouver au bout de 2 ans notre PIB de 2019. Mais on aura perdu 2 années de croissance et ça, c'est définitif. On ne refait pas le passé, donc c'est quand même une réalité aussi, mais ça a déjà été vécu de par le passé, un passé récent. La Chine, quant à elle, c'est juste pour un relatif hors de zone euro, a très rapidement retrouvé son PIB, puisque dès le septembre 20, le PIB était redevenu celui juste d'avant la crise de la pandémie. Par contre, ça, c'est un élément nouveau, et notamment en Chine. Vous voyez que les dettes des pays en général, mais celle de la Chine en particulier, eh bien, a cessé de croître depuis 2015 et pour arriver à un endettement à plus de 250% du PIB. Donc, pour tenir le choc et pour soutenir l'économie, un endettement considérable d'un pays comme la Chine. Juste une photo sur le marché de l'emploi américain. Quand on met les graphes à l'échelle, on voit la violence de cette période. Au niveau du chômage, taux de record en avril, il y avait un chômage qui était en recul depuis 2010. Donc là, c'est lié aux mesures économiques. C'était presque un plein emploi. Donc depuis 2010, un chômage qui n'a cessé de diminuer pour être à peu près à 3,5 en février. C'était un des taux les plus bas qu'a connu les États-Unis dans ces 50 dernières années. Et d'un coup, avec la crise, 14,7% en avril de chômeurs. C'était le plus haut depuis la crise de 1929 qu'a connue les États-Unis. Au niveau de l'inscription des chômeurs, entre mi-mars et mi-mai, il y a eu des pertes d'emploi en 7 semaines. En 7 semaines, les États-Unis ont perdu 33 millions d'emplois, alors que depuis la crise de 2008-2009, depuis la crise, ils ont réussi à en créer 22 millions. Donc, depuis 2008-2009 jusqu'à l'entrée de 2020, une décennie, on a créé aux États-Unis 22 millions d'emplois et il y en a 33 qui ont été détruits en 7 semaines. Aujourd'hui encore, malgré le pic et le retour, on peut dire à la normale, il y a malgré tout un niveau d'emploi qui est parvenu au niveau d'avant la crise. Si je fais un parallèle maintenant avec la Seconde Guerre mondiale, le graphe en haut à droite, c'est le PIB de la France.
Et puis, en bas, c'est le PIB de la France également, mais entre 2015 et 2025, alors qu'au-dessus, c'était à partir de la guerre de 39 jusqu'à 49 à peu près. Avant la guerre, la France, donc de la moyenne de 34 à 38, avait un PIB qui était légèrement supérieur au zéro, à 1,5% en moyenne. Ce PIB a bien sûr été détruit pendant la guerre, hein, puisque on est passé en moyenne entre la période de 39 et 45 à moins 6,7% au niveau de la moyenne du PIB, donc de destruction sur la richesse française. Et après-guerre, c'est ce qu'on voit en 45 où c'était encore la guerre, mais surtout en 46, un rebond incroyable l'année 46, et puis une moyenne post-guerre 46-49 où la moyenne était à pratiquement 20% de reprise de PIB. Donc une même situation avec de la destruction. En entrée de guerre à 1,5 de moyenne, pendant la guerre une destruction à peu près à 6-7 de moyenne, et puis un rebond après la guerre qui fait que on est revenu sur un trend intéressant pour la croissance française. Quand on regarde le graphe du bas, ben, on a à peu près une similitude, hein, une moyenne de 1,6 avant la pandémie, entre 2015 et 2019. Et puis en 2020, les chiffres sont arrondis, mais un moins 10%, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en détail sur la France. Et puis une espérance pour 21 de remonter à 6, avec une dérivée pour l'avenir entre 3 et 2%. Donc le même genre de balancier qu'on a pu constater juste pendant et après la Première Guerre mondiale. Mais au niveau de la… Ah oui, un deuxième élément, excusez-moi. Si on regarde, tout à l'heure, on a vu que les États s'étaient endettés. La Chine, on a fait un zoom dessus. Donc, au-delà du PIB en tant que tel, il y a un autre facteur important, c'est la dette. Et ce graphe-là montre un élément très important au niveau de la dette. Ça, en haut, c'est l'endettement des pays, qu'on appelle avancé. Alors, je n'ai plus en tête quels étaient les pays, mais c'est tout le groupe de l'Europe, États-Unis et autres. Mais en tout cas, les pays avancés, l'endettement moyen en pourcentage de PIB. Et ce que vous voyez d'intéressant, c'est que avant la guerre, donc la moyenne avant de 38, par exemple, les États étaient endettés à 65% de leur PIB. Pendant la guerre, sans surprise, ben, la dette a augmenté pour avoir un pic en 46 de 124%. Et puis, après la guerre, la dette est retombée aux alentours de 50%. Et on a une certaine analogie. On est rentré dans la pandémie en 2019. On était déjà à 105% d'endettement pour atteindre un pic aujourd'hui moyen de ces pays à 125%. Donc, on est très haut aujourd'hui avec le Covid, mais finalement au même niveau que la Deuxième Guerre mondiale. Par contre, l'entrée de guerre était à 50, où nous, on est rentré en crise, en pandémie, donc en crise sanitaire et puis économique maintenant, avec un niveau d'endettement qui était 2 fois plus haut que l'endettement avant-guerre. Et puis, les graphes du bas, ça, c'est aussi un élément économique très important. C'est que quand il y a de l'endettement, mais qu'il y a de l'inflation, ça marche plutôt bien. Et l'inflation, finalement, dégonfle l'endettement ou va dans l'atténuation de l'endettement. Et puis, au niveau France, vous voyez les années 39, avant-guerre et pendant-guerre, l'inflation était forte, très forte. La moyenne en 38 était 14%. Et après-guerre, on était à 53%, alors que, on le sait bien, hein, dans les zones des pays Europe, l'inflation est très basse. Hein. Avant la pandémie, on n'était qu'à 1,1 et tant mieux. Et après pandémie, on a des projections qui vont être assez faibles, hein, autour des 1,2, 1,3. C'est ce que vous voyez sur le graphe du bas entre la France et la zone euro pour les années 22, 23, 24. Qui finalement est une bonne chose au niveau de l'inflation, mais un vrai danger pour nous tous parce que l'endettement que nous avions à l'entrée de la crise, qui s'est forcément dégradé pendant cette crise, ne sera pas dégonflé grâce à l'inflation. Et ça, c'est quelque chose de très différent
par rapport à ce que nous avons vécu dans notre histoire pendant cette Seconde Guerre mondiale. Et un dernier élément qui est aussi à prendre en considération, c'est les marchés de la bourse. C'est qu'en fait, on est quand même dans une zone globalement mondiale avec beaucoup d'endettement qui a explosé pour soutenir les économies. On a aujourd'hui un marché de l'emploi qui a été en récession, qui l'est, on verra bien à l'avenir, mais en tout cas, la bourse, elle, bizarrement, a eu son choc, mais est vite revenue à des reprises et c'est rapidement revenu. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que la bourse est bien en lien avec la réalité de notre économie, est bien en lien avec la performance économique de nos entreprises, ou est-ce qu'elle surévalue nos richesses? Et quelque part, ça donne l'impression, le sentiment que la bourse est relativement déconnectée de la richesse, de la vraie vie économique que nous vivons au quotidien. Et ça, ce n'est pas un élément très rassurant. Donc, sur cette première partie, on a une reprise qui sera assez incertaine. On a des marchés qui sont assez déconnectés. Beaucoup de gens, d'ailleurs, ont travaillé, investi sur la bourse. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les valeurs boursières sont bien en lien avec l'économie? C'est un sujet d'attention. On peut dire que l'analogie avec la Seconde Guerre mondiale est assez riche d'enseignements, mais source d'inquiétude, notamment parce qu'on n'aura pas l'effet bénéfique de l'inflation. Et puis, le niveau de la dette des États est considérable par rapport à ce qu'on a pu connaître. Et puis, évidemment, des facteurs que notre quotidien, c'est quid de l'évolution de la situation sanitaire? Est-ce que ça va s'atténuer avec ces nouveaux variants? C'est quand même des mauvaises nouvelles. Par contre, on a des vaccins qui arrivent. Quelle est la capacité de nos différents États à les déployer? Quelle est l'efficacité de la politique, des politiques de relance économique, monétaire, bien sûr? Et puis, comment vont se comporter les acteurs économiques, les États, bien sûr, mais aussi les entreprises, les ménages? Est-ce qu'on va consommer? Est-ce qu'on va créer de l'emploi? Est-ce qu'on va être dans l'attente? Comment est-ce que tout ça va s'écrire? Ça, c'est un vrai sujet d'avenir qui aujourd'hui est inconnu, mais ça va dépendre de tout ça. Et un dernier élément, un degré de coopération internationale. On voit bien que quand les États arrivent à coopérer, quand il y a des dynamiques plus larges que les simples pays, ça amène des règlements de situation plus rapides, plus sécures pour tout le monde, et ça, c'est intéressant. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Je vais faire un petit zoom maintenant sur la situation économique en Suisse, et puis un zoom très particulier sur le secteur d'activité de Losinger-Marazzi. Alors, au niveau de la Suisse, c'est à peu près les mêmes tendances. Alors, c'est un graphe qui est assez, fouillé, mais ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que le PIB, c'est la troisième ligne. La Suisse a prévu un moins 3,8 ou réalisé pratiquement un moins 3,8 sur un trend qui était pas loin de 2 et espère en 21 revenir à plus 4,2, donc la même respiration, le moins et le plus cette année. Ça, c'est exactement pareil. On a aussi des politiques assez dynamiques. Alors, au début, elles étaient cantonales. On suit bien sûr les décisions politiques. Elles sont au niveau fédéral aujourd'hui pour soutenir l'économie. L'emploi qui est quand même cette année et l'année prochaine, cette année en 20, je veux dire, plutôt en destruction et un 0 plus l'année prochaine, qui n'est pas une bonne nouvelle pour la Suisse. Donc, un taux de chômage qui est en train de monter, ça c'est certain. Et puis, une politique de taux bas, comme tous les pays Europe, pour éviter l'effondrement économique. Et en tout cas, pour le secteur de l'immobilier, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque un des secteurs où on peut investir, les placements, c'est plutôt dans l'immobilier. Et ça c'est de nature à dynamiser, à garder un certain niveau sur le marché suisse de la construction en général. Sur ce graphe-là, j'en ai parlé, baisse de l'emploi, hausse du chômage,
Et on a eu la chance d'avoir aussi un solde migratoire qui est en légère hausse, si bien que le package complet entre la migratoire, chômage et emploi, bah, ça a à peu près tenu le coup. C'est ce qu'on voit sur les barres rouges. La barre bleue, c'est une population permanente qui a un peu diminué. Par contre, des emplois qui ont été créés. Donc, l'un dans l'autre, ça s'est plutôt tenu avant. Un gros choc en 20 l'année dernière, c'est ce qu'on voit. Et puis, une reprise, c'est les barres oranges qui sont là quand même, mais avec de toute façon un impact économique important. Sur le graphe de droite avec les barres bleues horizontales, ça, sans aucune surprise, donc on est à moins 5% pratiquement sur la moyenne suisse, mais avec des secteurs qui sont bien sûr impactés très différemment. Là-haut, malheureusement, bah, tout ce qui est hospitality, hôtel, gastronomie, divertissement, bah, c'est le top 3 de ceux qui souffrent le plus. À l'inverse, eh bien, les secteurs financiers sont encore là, les services à l'économie, l'industrie, l'agriculture, la construction est bien en ligne. Donc, une disparité dans les impacts que vous connaissez, mais qu'en tout cas, qu'on a pu mesurer sur une photo de fin 2020. La relance est prévue, bien sûr. Et puis, l'indice de bâtiment, ça, c'est un zoom très local. On voit que ça a quand même des dents de scie selon les cycles. Mais en 2020, on a perdu 11% pratiquement de chiffre d'affaires sur la création de logements en Suisse, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Et puis, sur la partie commerciale également, pratiquement au même niveau. Par contre, une bonne chose, c'est que le public, surtout grâce à l'immobilier de la santé, bah, est assez dynamique et a réussi à compenser un peu. Et du coup, pour 2021, ça va atténuer ces grands écarts et c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, sur la crise du coronavirus, le temps qu'on en sorte, le temps que le vaccin soit actif, eh bien, tout ce qui est hôtel urbain, surface de vente et surface de bureau, il va y avoir une période où on va beaucoup plus souffrir sur ces sorties de marché-là, sur ces besoins-là. Donc, des grandes questions sur ce segment-là. Et enfin, le dernier, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est les petits pointillés verts et bleus. On est revenu, on a eu un peu de dents de scie entre 19 et 20. En 21, ça sera à la baisse, mais tout va dépendre en fait des constructions qu'on appelle non résidentielles, les plus 7,1%, pour avoir une moyenne qui soit quand même pas trop mal. Mais là, selon les produits, cette fois-ci, on va un peu plus souffrir dans les différents segments. On a beaucoup construit de bureaux malgré tout et l'avenir des bureaux sera difficile. Par contre, on a des volumes d'investissement globaux qui seront toujours là. On a un marché qui est assez soutenu, on a toujours de la demande, mais selon les segments cette fois-ci de la construction du bâtiment, il y aura des grands écarts dans les segments. Voilà rapidement ce que je voulais vous dire, ce que je voulais vous montrer surtout et partager avec vous. Et puis, maintenant, Romain, je suis à disposition. Alors, peut-être pour des questions très pointues, j'essaierai d'y répondre au mieux. En tout cas, dans mon secteur, j'y arriverai certainement mieux que sur des crises mondiales. Mais je vous remercie de votre attention.